La mort est l'apogée de la vie, dit-on à Vienne. Et si le deuil est mis en scène, c'est pour la postérité. Le deuil est toujours associé à un lieu. C'est là qu'on se souvient du défunt, c'est là qu'on lui rend hommage. Les cimetières, par exemple, qui nous rappellent que la vie est éphémère. Jadis, les morts étaient identifiés aux personnages mythiques. On le voit sur ce sarcophage de la Rome antique. La mythologie grecque, de même, témoigne que l'homme pouvait ressembler aux dieux. Pourquoi les hommes de l'Antiquité païenne ne croient-ils pas en l'au-delà? Pourquoi les Grecs fortunés font-ils ériger leurs monuments funéraires au carrefour des grandes routes de l'Empire? Des monuments imposants et ostentatoires. Pourquoi, à l'inverse, les tombes chrétiennes sont-elles dépouillées et enfouies sous terre? L'Antiquité païenne compte sur le pouvoir évocateur des images. Ce buste représente César en citadin. Le sarcophage des Muses montre que le défunt était cultivé, donc urbain, et qu'il était attaché au savoir et aux valeurs morales. Sur ce sarcophage, le défunt est représenté 2 fois. Vêtu d'une tunique et d'une toge, les vêtements du citoyen romain. Il tend la main à son épouse. Il apparaît également en armure de général avec une coupelle à la main, signe qu'il accomplit son pieux devoir à l'égard des dieux. La concorde et l'humilité apparaissent ici comme les fondements de la vertu romaine. L'Antiquité païenne aime les images, et elle les puise dans les mythes grecs. Les images permettent de sublimer la tragique mortalité des personnes inhumées. Elles sont représentées dans la Cella Memoriae, ou chapelle commémorative. Rome est la métropole d'un vaste empire. Ses empereurs ont acquis un statut divin et n'ont pas à se soucier de l'au-delà. Ils règnent ici-bas car la devise en vigueur est « Mieux vaut être valet en ce bas monde que seigneur dans l'au-delà ». Les chrétiens et leur croyance en l'au-delà restent incompréhensibles pour l'élite romaine. Dans l'Antiquité, les religions polythéistes ne croyaient pas en l'inanité du monde terrestre. L'injustice et la mort faisaient partie de la vie, mais cela valait pour les vaincus, les esclaves, les femmes et les enfants. Bien sûr, certains de ceux-là parvenaient à changer de statut social. Mais les Romains qui avaient conquis le monde ne s'intéressaient pas à l'au-delà. Ce n'était pas leur affaire, c'était celle des opprimés. C'est pour cela qu'ils ne comprenaient pas les chrétiens. Les Romains possèdent la terre répartie en grands domaines et cultivée par les esclaves. Ces derniers n'ont pas de nom ni de droit civique et ils n'ont pas accès au sanctuaire. Ils sont enterrés anonymement dans les fosses communes.
Ils ne sont pas reconnus, ni du temps de leur vie, ni du temps de leur mort. Rome ne reconnaît que les vainqueurs. Rome a accédé au rang de puissance mondiale en conquérant toute la Méditerranée. Ainsi, les Romains sont devenus la classe dominante, l'élite de cet empire. Et ils revendiquent leurs différences. Ils célèbrent leur propre culte et leur religion, comme on peut lire chez Polybe avant l'ère chrétienne, mais aussi plus tard chez Minucius Félix. C'est comme s'ils avaient reçu ce cadeau parce qu'ils avaient mieux servi les dieux que les autres peuples. La cité antique ne tolère pas les morts à l'intérieur de ses murs. Pour les Romains, un cadavre est impur. Il ne peut pas être inhumé à proximité des lieux sacrés. On le lave et on l'embaume pour le préparer à son voyage, mais il doit quitter la ville. Rome est densément peuplée. Elle compte 1 million d'habitants. Dans les rues, on se bouscule pour gagner les temples. Innombrables. Aux portes de la ville commence la campagne romaine, traversée par la Via Appia, la plus importante artère commerciale de la Rome antique. Les villas sont construites sur des collines pour pouvoir embrasser du regard la campagne. Certaines, comme celle de Maxence, ont résisté au temps jusqu'à nos jours. Pratiquement en face se trouve le mausolée de Cecilia Metella. Avec ses 11 mètres de haut, cet édifice cylindrique est visible de loin et représente le statut de la famille. Cecilia Metella était la femme de Crassus, dont le père avait maté la révolte de Spartacus en 72 après Jésus-Christ. Ainsi, le long de la Via Appia, les villas jouxtent-elles les mausolées des aristocrates. Le terrain était convoité et la spéculation foncière faisait monter les prix. Dans l'Antiquité païenne, le principe de la cella memoriae est simple. Pour passer à la postérité, il suffisait de faire construire sa tombe là où il y avait le plus de passages et où l'on pouvait être vu de loin. Cet édifice, construit sur un terrain en pente et au bord de la route principale, montre bien que les personnes inhumées ici, les Metelli et les Crassi, n'entendaient pas qu'on les oublie. Ce monument grandiose est connu aujourd'hui comme le Château Saint-Ange. Il fut d'abord un mausolée construit par l'empereur Hadrien pour lui-même. Hadrien ayant été divinisé par le Sénat, il put faire ériger son monument dans l'enceinte même de la ville. L'un des mythes fondateurs de l'Antiquité païenne repose sur la relation entre l'immortel et le mortel. L'énorme frise du temple de la ville de Pergame, considérée alors comme une seconde Troie, montre le combat des dieux de l'Olympe contre les géants qui incarnent les forces du chaos. Cependant, ces derniers ne peuvent être vaincus que si un mortel vient en aide aux dieux, devenant par là même immortel. C'est Héraclès. Plus tard, tous les souverains du monde antique se réclameront de sa descendance pour asseoir leur légitimité. Dans ce combat à la vie à la mort, dieux et déesses sont représentés de manière figurative. Les muscles tendus, ils cherchent sans cesse à éloigner les géants de la terre qui les protège. Ceux-ci ont de longs cheveux et une expression farouche. Bien qu'ils luttent encore, tout préfigure leur mort. À l'aide d'une épée, une déesse terrasse un géant qui tombe à ses pieds. Un lion, ici dans le camp des dieux, s'empare du pied d'un autre colosse. Dans cette scène, deux géants se battent contre les déesses Hécate et Artémis. Hécate est munie d'une torche, d'une épée et d'une lance. Dans la partie droite de la scène, Artémis tend son arc vers un géant nu, tandis que son chien de chasse en mord un autre.
Le malheur des vaincus s'oppose au triomphe physique sur de puissants adversaires. Les corps dégagent une sensualité qui rend la scène très réaliste. La victoire laissera un souvenir éternel. Cette sculpture ne suscite pas le moindre sentiment de pitié. C'est le triomphe des vainqueurs qui est représenté ici. Alexandre le Grand exige d'être vénéré de son vivant. Il est intimement convaincu d'être le fils de Zeus, depuis qu'il a interrogé l'oracle d'Amon au début de sa grande campagne dans l'oasis de Siva, et que ce dernier le lui a confirmé ou annoncé. Il exige donc d'être vénéré de son vivant, ce qui suscite l'indignation des Athéniens. Mais on peut voir qu'après la mort d'Alexandre, le phénomène s'est très vite imposé dans toute la société grecque. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il est courant que les citoyens soient eux aussi érigés en héros après leur mort. Désormais, ils ont droit à toute l'iconographie du héros. Armes, chevaux, serpents comme symbole héroïque. Et le mouvement se répand à une telle vitesse dans la Grèce antique qu'il entraîne une forte dévalorisation de cette imagerie. Dans l'Antiquité, la représentation de l'au-delà s'inspire en grande partie du monde réel. L'autre, Hadès ou Orcus, règne dans un monde et sous un climat qui rappelle la vie ici-bas. En général, la mythologie grecque place l'enfer au centre de la terre. Il n'y fait pas jour, il n'y fait pas chaud, mais humide et froid. Le royaume de l'au-delà est séparé du monde des vivants par un fleuve, le Styx. Hermès, le messager des dieux, mène les défunts jusqu'à la rive, où ils sont accueillis par le passeur Charon, qui les emporte vers l'au-delà. La Grèce antique ne se préoccupe pas particulièrement de ces morts. Mais Platon fait mention d'un lac du souvenir et d'un au-delà juste. Plus tard, les Romains modifieront les mythes et feront cracher le feu aux enfers froids et humides. Ils s'inspirent en cela du Vésuve et du golfe de Naples, où les citoyens les plus fortunés avaient leur villa d'été. L'Attique n'avait pas de vision générale, ni surtout attestée, de l'au-delà. D'un côté, il y a la vision représentée dans la Néchia, dans l'Odyssée d'Homère, selon laquelle les hommes survivent à travers leurs âmes ou psyché. Ils sont représentés de manière floue. Ils forment un brouillard que l'on ne peut pas saisir, et ils se lamentent. Le royaume des morts est décrit comme le lieu des lamentations. C'est la première représentation. La seconde est celle des îles des bienheureux, où l'on n'est admis que par la grâce des dieux. Mais subsiste toujours ce besoin de connaître un sort meilleur après la mort, d'où les mystères grecs. Un relief funéraire de la Grèce antique. Un geste d'adieu, un prêtre, 2 soldats. Si dans la Rome antique, on représente une identité individuelle, en Grèce, en revanche, on représente l'oikos, la famille. La famille survivra à la mort de ses membres. C'est pour cela qu'elle est le fondement de la polis, de la cité. Ces sculptures de chevaux et de chars attelés rappelleront sa richesse. Seules les familles aisées et aristocratiques possédaient des chevaux. Dans l'Athènes classique, la richesse était une condition sine qua non si l'on voulait être convenablement représenté. Les grandes nécropoles qui étaient placées en vue au bord des routes coûtaient très cher. Les moyens artistiques et architecturaux mis en œuvre étaient énormes.